Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. On attend encore quelques connexions et on va démarrer du coup la réunion dans quelques minutes. Très bien, écoutez, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous connecter pour ce webinaire qui a été organisé par Novalfi avec en partenariat avec la financière de l'Arc. Donc, à l'image, vous avez Christophe Véran, associé gérant de Novalfi, et Arnaud Benoît Vidal, gérant du fonds Arc Action Santé Innovante. Donc, à ce titre, plutôt bien informé sur le secteur de la santé. Et il est également macroéconomiste à la financière de l'Arc. Bienvenue donc. Moi, je m'occupe juste de la partie technique. Je voulais juste vous donner un ou deux éléments sur le déroulé de cette réunion. Vu le nombre que vous êtes, il est difficile d'autoriser chacun à intervenir pendant la réunion. En revanche, vous avez une petite flèche sur votre écran, une petite flèche rouge en haut à droite de votre écran. En cliquant dessus, vous avez un menu qui apparaît, qui vous permet de poser des questions par écrit. Et puis moi, en tant que modérateur, je vois toutes ces questions et je pourrais les relayer à Arnaud ou à Christophe pendant la réunion. Voilà, écoutez, je laisse la parole à Christophe qui a le micro ouvert pour introduire la réunion. Merci beaucoup Louis. Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés afin de partager ce premier webinaire à nos côtés. Donc, notre partenaire du jour, la financière de l'Arc et son gérant santé Arnaud Benoît Vidal vont nous dresser un exposé de l'impact de la crise sanitaire sur les marchés financiers et de leur valorisation actuelle qui peut interpeller les investisseurs aujourd'hui. En préambule, je tenais à vous livrer quelques mots sur notre actualité, l'actualité Novalfi. L'année 2020, en dépit de ce contexte si particulier que nous avons tous connu, nous aura malgré tout permis de poursuivre notre développement territorial avec des implantations sur Lyon et Paris, qui sont de belles villes, suite à deux rapprochements avec des confrères de renommée, messieurs Delimata et messieurs Duvillard, avec lesquels nous avons le plaisir de collaborer aujourd'hui. Nous avons eu également l'opportunité d'acquérir un portefeuille client d'une banque privée très renommée et d'en récupérer la gestion. Donc, Novalfi en quelques chiffres. Donc, pour vous dire, et je pense qu'en tant que client, c'est important que vous le sachiez, c'est un cabinet totalement indépendant. Alors que nous assistons à une véritable concentration, des fonds qui prennent la main de plus en plus sur de gros cabinets, nous avons pris le pari de rester totalement indépendants et c'est très important pour vous et pour nous que nous continuions de la sorte. Aujourd'hui, Novalfi, c'est 700 millions d'euros d'encours sous gestion, 8 sites, c'est 38 personnes avec des services et des offres qui vous sont totalement dédiés. Et si notre ADN a toujours été le conseil et l'approche patrimoniale globale, nous pouvons répondre également très rapidement à des sollicitations sur des investissements immobiliers potentiels. Vous avez pu récemment recevoir une communication sur un programme très sérieux à Paris dans le dispositif de la nue propriété. Nous pouvons également concevoir des produits structurés sur mesure avec notre société Lixis et son gérant Amaury Berthaud,
qui a une véritable expertise là-dessus, des analyses de portefeuille avec notre partenaire, la Financière de l'Arc. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Aujourd'hui, si vous avez des portefeuilles type des PEA, vous voulez savoir un petit peu comment sont-ils gérés, nous aurons la possibilité de vous faire des analyses en toute objectivité et qui pourront vous positionner favorablement. Et bien d'autres choses encore. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour cela. Je souhaitais, au nom de toute l'équipe, vous remercier pour la fidélité et la confiance que vous nous témoignez. Et si nous avons bâti cette belle structure, c'est grâce à vous. Je vous invite également à visiter notre site internet que nous avons rafraîchi et qui vous permettra de vous tenir au fait de notre actualité. Je crois que vous avez reçu, et certains de mes clients et nous ont fait part de la satisfaction de recevoir des newsletters qui sont diligentés par notre service juridique avec un contenu intéressant et un beau format. Et je pense que nous allons continuer des campagnes d'information de la sorte. Donc, de vous-même, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, c'était en préambule ces quelques mots que je voulais vous dire. Merci encore pour votre écoute. Je laisse maintenant la parole à Arnaud, qui, vous le verrez, est quelqu'un de passionné et de passionnant. Nous avons la chance de l'écouter tous les 15 jours. Et Arnaud, je te laisse la parole. Merci à tous et toutes. Merci beaucoup Christophe, et c'est un réel plaisir et bienvenue à vous tous. Et effectivement, la crise sanitaire, on le sait, ça impacte énormément les marchés et il était important de vous faire partager nos dernières conclusions. Quand on regarde effectivement la crise et la pandémie, le pic de cette pandémie a été atteint fin avril et à ce moment-là, vous aviez une incompréhension du marché entre effectivement des 900 000 cas par jour pratiquement et des marchés élevés. Et en fait, si on regarde effectivement cette slide que vous avez à l'écran, la réalité, elle était vraiment très, très contrastée entre, d'un côté sur la gauche, comme vous pouvez le voir, des pays qui ont réussi leur stratégie vaccinale car ils l'ont commencé fin décembre, et notamment, donc, on parle d'Israël, du Royaume-Uni et des États-Unis, et puis les autres, qui, pour certains, connaissaient donc une situation épidémique épouvantable comme l'Inde, une situation compliquée au Brésil, par exemple, et en Amérique latine d'ailleurs, dans les autres pays, et puis l'Union européenne qui était en plein confinement. Et ce qu'il faut voir, c'est que fin avril, c'est, comme vous pouvez le voir là, c'est ce scénario d'épidémie entre guillemets vaincue que les marchés ont retenu. Pourquoi? Parce que Israël, et donc là vous avez la courbe en verte, a montré effectivement, qu'il était possible de gagner contre l'épidémie, mais deux, pour la première fois, et ça c'est important depuis 15 mois, de déconfiner et de voir toujours cette épidémie régresser. Et ça, c'est grâce effectivement à la montée en puissance et à la stratégie vaccinale. Sur les graphes de droite, vous avez effectivement l'Union européenne qui était à peu près à ce moment-là. Et nous, ce qu'on savait, c'est que effectivement, la nouvelle usine de BioNTech, partenaire de Pfizer, celle de Marburg, ouvrait en avril et avec 1 milliard de capacité de doses. Et donc, effectivement, les doses qui manquaient cruellement à l'Europe allaient venir en avril, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui explique pourquoi, effectivement, après, vous avez une nette décrue des cas en Union européenne. Et pourquoi on dit Union européenne et pas la France ou un autre pays? Parce que, comme vous savez, les doses sont réparties donc, au prorata de la population de chaque membre, et donc vous avez une situation similaire dans les pays de l'Union européenne. Alors, la question, et ça c'est important, c'est effectivement à quel niveau de vaccination c'est efficace. Et Israël donc, a prouvé que le premier cap, c'était 30% de primo administrés. 30%, c'est pas un hasard, mais souvenez-vous, c'était l'objectif de 20 millions du gouvernement français à mi-mai, qui a été atteint. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'à partir de 40% de primo-vaccinés,
notamment, donc c'est la stratégie donc au Royaume-Uni, et bien là, on a une épidémie qui était en pleine décrue. 40%, souvenez-vous, le prochain chiffre du gouvernement, c'est 30 millions à mi-juin, et qu'on devrait atteindre puisqu'on est à 27 millions, donc on est déjà à ce niveau de 40%. Donc, voilà. Alors, maintenant, effectivement, l'important, c'est effectivement non seulement de réduire le nombre de cas, mais surtout de gagner effectivement la bataille de l'hospitalisation, c'est-à-dire des tranches d'âge les plus vulnérables, majoritairement, donc, effectivement, les plus de 50 ans. Et là, on vous a mis deux exemples, Israël toujours et le Royaume-Uni. Et là, vous avez effectivement, enfin, ce qui était formidable et remarquable avec Israël, c'est que dans les tranches vulnérables, ils ont atteint des taux de vaccinés au-delà de 90%. Et puis, même dans celles de 20 ans et 29 ans, ils sont quasiment à 80% de la population vaccinée. Le Royaume-Uni, l'Angleterre, donc sur la droite, vous avez effectivement une stratégie unidose qui tout de suite a été très efficace puisqu'on est monté au-delà de 90%. Pour les États-Unis, on a cette même montée en puissance, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez plus de 70% de la population au-delà de 50 ans qui est vaccinée, et puis effectivement, vous montez à 80 sur les âges suivants. Et là, ce qui est aussi remarquable, c'est que vous atteignez effectivement 50% de la tranche des 25-39 ans qui est vaccinée. Donc là, vous voyez effectivement que plus on élargit effectivement les tranches d'âge, au-delà effectivement de la population vulnérable, et plus effectivement vous avez des résultats efficients. Alors pour la France, effectivement, vous vous souvenez tous que après les congés de Noël, on disait ah, c'est épouvantable. Et bien là, vous voyez qu'effectivement, la France, comme le Royaume-Uni, comme l'Union européenne, pardon, rattrape effectivement son retard, puisque vous avez dans les populations, donc au-delà de 65 ans, des niveaux qui sont proches de 74-75%, voire 85% pour les plus de 70 ans. Et vous savez que les plus de 50 ans donc, ont commencé tardivement. Et là, vous voyez qu'effectivement, dans les plus de 50 ans, on est à 60% de primo-vaccinés et vous êtes à 22% de seconde dose. Ça veut dire qu'en un mois, grosso modo, on a vacciné 38% de la population de cette tranche d'âge. Et pour les 40 ans, on est au-delà de ces 30%. Et ce qui fait effectivement, ce qui est très encourageant, c'est que dans un mois, eh bien, normalement, cette courbe bleue, enfin, ce bâtonnet bleu sera à ces niveaux-là. Et on aura effectivement, parmi effectivement donc les tranches les plus vulnérables, donc un taux de vaccination assez fort. Néanmoins, on est encore, je dirais au niveau protection, on est encore très vulnérable pendant un bon mois et je pense qu'on est encore vulnérable jusqu'à la mi-juillet, voire la 3e semaine de juillet, pour affronter éventuellement donc une nouvelle vague. Alors, ce qui est important, c'est aujourd'hui, c'est effectivement de gagner, comme je le disais, cette bataille contre le coronavirus, mais surtout contre les hospitalisations, puis donc les cas les plus atteints. Et donc on a fait une étude évidemment, on le sait, les médias le disent, c'est que au-delà quand on regarde effectivement les hospitalisés en France, vous voyez que la tranche des 69 ans constitue l'essentiel des hospitalisés. Et vous voyez que contrairement à la première et la deuxième vague, lors du dernier confinement fin avril, vous aviez une hausse modeste du nombre d'hospitalisés de cette tranche d'âge. Et déjà, même si on était très en retard, les primo-vaccinés qui étaient en janvier-février de cette tranche d'âge, on voit effectivement que les hospitalisations ont très peu monté et après, effectivement, ça a énormément baissé et vous voyez le bienfait sur les autres tranches d'âge également, avec évidemment forcément le déconfinement. Mais là, vous voyez très clairement que la vaccination a été une source d'amélioration incontestable. Après, donc, dans l'analyse qu'on a faite aussi, c'est d'analyser les autres tranches d'âge et on s'aperçoit qu'effectivement,
contrairement donc à la première et à la deuxième vague, vous avez effectivement la tranche d'âge 39-48 ans dont les hospitalisés ont été beaucoup plus importants. Ça veut dire que les nouveaux variants atteignent une tranche de vaccination, une tranche de population, pardon, plus faible et donc est moins élevée ou plus jeune, on va dire. Et donc, du coup, si on a une recommandation à faire, c'est que effectivement, il est très important pour les plus de 40 ans de se faire vacciner pour avoir une protection. Alors, bon, on va aller rapidement sur les chiffres et les taux d'incidence en France. Elles sont communiquées quotidiennement par les médias, mais vous voyez l'amélioration. Même dans les Bouches-du-Rhône, on était les mauvais élèves au cours de ces dernières vagues. Il y a une nette amélioration. Les Alpes-Maritimes ont été montées quasiment à un taux d'incidence de 700. Là, on est remarquablement en dessous de 30. Donc, vous voyez qu'effectivement, la France ressemble avec 3 mois de retard à Israël. Et donc, on peut dire qu'effectivement, cette campagne vaccinale est en phase de fonctionner. Par effet retard, avec un décalage de 3 semaines à 1 mois, vous avez forcément les réanimations qui baissent énormément. Et grâce à un faible taux d'incidence en ce moment, vous allez avoir effectivement, donc ça va se poursuivre encore 3 semaines, 1 mois, et on peut penser qu'effectivement les services seront tranquilles jusqu'à mi-juillet, voire fin juillet, au cas où effectivement il y aurait une résurgence. Alors la résurgence, donc le variant indien, donc tout le monde en parle en ce moment. Il y a plusieurs choses. Donc effectivement, il constitue une menace. On développera ça, donc lors des questions-réponses. Mais effectivement, donc il y a une alerte. Le variant indien est plus contagieux et il est surtout présent dans les Landes. Et effectivement, il constitue une menace. Et par rapport à ça, donc on a beaucoup parlé de vaccination et je voulais juste faire un petit aparté, par rapport à la stratégie donc de l'Australie, qui elle est très en retard effectivement, comme vous voyez, en taux de vaccination, puisqu'on atteint à peine les 10%. Mais avant cette montée en puissance, ils n'ont absolument pas connu, ou très très peu, cette troisième vague, parce qu'ils confinent très tôt. Par exemple, là, il y a eu 7 cas à Melbourne, qui est quand même la deuxième ville du pays. Et là, ils ont confiné une semaine. Et typiquement, si on était en Australie, dans les Landes, on confinerait une semaine et ça éviterait potentiellement d'être confiné 1 mois au niveau national. Donc, c'est quand même d'autres stratégies qui fonctionnent aussi plus que la vaccination. Après la vaccination, évidemment, le nombre de doses, c'est considérable au niveau mondial, c'est plus de 2 milliards de doses. Je rappelle que la stratégie vaccinale infantile poussée par l'OMS, c'est 120 à 130 millions de doses par an et que les principaux vaccins, on estime qu'il y avait 1,5 milliard de doses annuelles précédemment contre toutes les pathologies. Là, vous voyez que 2 milliards, c'est très, très important. Et surtout, maintenant, tout le potentiel de la vaccination va se déplacer vers les pays émergents et les pays pauvres grâce à COVAX donc de l'OMS et puis donc des fonds, le FMI a développé 15 milliards. Donc, nous avons une vision on dirait raisonnablement optimiste par rapport aux résultats obtenus, avec effectivement une vigilance, sachant effectivement d'après les modèles de l'Institut Pasteur, donc là les modèles sont plutôt positifs. Et ce qu'il faut voir et ce qu'il faut comprendre conscience aussi, c'est que mine de rien, on a une forte disparité au niveau du territoire, puisque vous avez par exemple l'Île-de-France. L'Institut Pasteur estime que 40% donc, de la population a été contaminée. Et dans les Bouches-du-Rhône, en région PACA, au sens large, vous avez 30%, alors qu'en Bretagne, c'est à peine 10%. Donc, on est effectivement assez optimiste par rapport à ça. Par contre, vous voyez qu'effectivement, les tranches les plus vulnérables, les 50 ans et les 70 ans et plus, ont été beaucoup moins impactées. C'est normal, ils font extrêmement attention. Et on a des taux inférieurs à 20%. 20%, c'est dans certaines tranches, encore dans les tranches 50-59 ans, cette partie de la population qui n'est pas vaccinée. Donc, il est très important que celle-ci continue à adopter le chemin des vaccinodromes pour pouvoir éviter effectivement un nouveau confinement.
Voilà, donc nous sommes, par rapport à la crise sanitaire, c'est un optimiste raisonné avec en alerte, effectivement, les variants. Voilà, donc je passe la main pour les questions-réponses. Arnaud, il y a une question justement parce que tu as évoqué le variant indien en précisant que tu allais revenir dessus. Typiquement, on a le sentiment que c'est peut-être de ce côté-là que les risques sont moins maîtrisés. Est-ce que tu peux revenir sur ce sujet? Bien sûr, bien sûr. Alors, le variant indien, effectivement, il est au sujet des préoccupations pour deux raisons. C'est que, un, il est beaucoup plus contagieux, encore plus que le variant britannique, qui était quand même la source du troisième confinement. Et donc, il y a beaucoup de personnes et dans le public, on se dit, ben voilà, finalement, on déconfine en ce moment en juin. Ça veut dire qu'en septembre, on reconfinera. La réponse est où? La réponse aurait été oui si on n'avait pas eu la vaccination, parce qu'effectivement, donc je ne sais pas si vous avez entendu, mais les vaccins qui ont été administrés dans l'Union européenne, qui sont essentiellement la quasi-majorité, enfin quasi-totalité même, on peut dire, au-delà de 90%, ce sont les vaccins ARN messagers et de BioNTech Pfizer d'un côté et de Moderna, et il est prouvé effectivement que ces vaccins gardent une efficacité contre ce variant britannique. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, donc on parle d'efficacité. Quand on parle d'efficacité, on parle de personnes qui ne subissent plus de symptômes. Donc, effectivement, on aura une recrudescence avec ce variant indien du nombre de cas. Une grande partie de ces personnes, même entre guillemets vulnérables, ne se rendront même pas compte effectivement qu'elles seront contaminées puisqu'elles seront protégées. Elles deviendront entre guillemets asymptomatiques. Mais contrairement à un non vacciné, la personne vaccinée est beaucoup moins contaminante qu'une personne qui ne l'est pas. Donc, on aura quand même une diffusion qui sera beaucoup plus faible que dans les principaux cas. Et effectivement, une partie de nous, même vaccinés, auront des symptômes, mais entre guillemets, le nerf de la guerre sera de gagner la bataille des hospitalisations. Et si effectivement les études scientifiques qui ont été récemment publiées s'avèrent effectivement vraies dans le monde réel, ce qui a toujours été le cas par rapport à toutes les études scientifiques que l'on analyse au quotidien par rapport à la Covid-19, eh bien, on devrait effectivement échapper à un reconfinement par rapport à une maîtrise du nombre d'hospitalisations. Donc ça, c'est pour l'instant notre scénario, mais effectivement, on le regarde et on le suit de très près. Merci Arnaud. Il y a pas d'autres questions. Pour tous les participants, n'hésitez pas à poser des questions par écrit. Donc, petite flèche rouge en haut à droite de votre écran. Ça déroule un menu et vous pouvez poser vos questions par écrit et je pourrai les relayer auprès d'Arnaud. Je te laisse poursuivre. D'accord, c'est gentil. Alors, maintenant, la partie macroéconomique. Et là, je dirais qu'en préambule, ça, c'est un peu le son de cloche d'arrière-plan que je souhaiterais donner aujourd'hui, c'est que bon, ça fait 30 ans que je suis les marchés et je pense que je n'ai jamais été aussi optimiste au niveau économique qu'aujourd'hui. Ça, je crois que c'est une évidence. Plus je regarde tous les indicateurs que l'on a, plus on assiste en ce moment, on va vivre ces prochains trimestres un net choc de la demande, donc on n'a jamais connu depuis effectivement probablement donc depuis les 30 Glorieuses et la Seconde Guerre mondiale. Et je vais vous expliquer pourquoi effectivement tous les indicateurs, je parle d'activité là, sont en vert. Et voilà. Et donc les premiers, donc vous savez effectivement que les économistes utilisent beaucoup ce qu'on appelle les PMI, soit manufacturiers ou de services. Ce sont les indicateurs qui sont les indicateurs d'achat. L'enquête, c'est un sondage auprès des chefs d'entreprise et des acheteurs. Et c'est effectivement les modèles, entre guillemets, qui ont prédit le mieux à la fois les récessions, les reprises et le niveau d'activité. Et là, vous voyez qu'au niveau donc de ces modèles manufacturiers, contrairement donc au premier confinement du mois de mars, eh bien, vous avez des PMI, des indicateurs, quelle que soit la zone, mais effectivement avec même la zone euro est très très bien orientée, des indicateurs très positifs.
Même son de cloche dans les services, alors qu'effectivement, les services sont les plus impactés par les confinements. Vous voyez qu'effectivement, si le choc du premier confinement a été drastique et on avait des indicateurs qu'on n'avait jamais vus auparavant puisque le monde s'est arrêté de tourner, eh bien, vous voyez également effectivement que le dernier confinement a été beaucoup moins violent. On s'est un peu mieux adapté, même si effectivement, évidemment, les restaurants et beaucoup de commerces étaient fermés. Mais vous voyez qu'effectivement, nous sommes là alors que nous sommes à l'aube de ce nouveau déconfinement, avec aujourd'hui, effectivement, le 9 juin, la réouverture, effectivement, de tous les restaurants en salle, etc. Autre chose, effectivement, au niveau du sentiment économique, là on vous a mis deux graphes un peu plus dans la zone euro, eh bien vous voyez qu'on est plutôt au beau fixe et on est même au niveau de la confiance aujourd'hui auprès du public, des consommateurs, n'a jamais été aussi forte et encore plus forte qu'avant le premier confinement. Ce qui fait qu'en termes de prévision, on voit qu'effectivement, on va revenir normalement d'ici, on va dire début 2022, à un niveau au-dessus de ce qui était donc avant la crise. Et effectivement, on peut potentiellement, avec ce gros redémarrage, reprendre le niveau qu'on avait auparavant, ce qui paraît effectivement incroyable. Alors, si vous voyez la confiance, hein, j'en parle, mais vous voyez l'indicateur de confiance de la zone euro, là, il est même au-dessus, effectivement, comme vous voyez, donc au-dessus du niveau de fin 2019. Alors, confiance, reprise, réouverture des magasins, des commerces, des restaurants, des bars, etc. Tout ça se fait avec un taux d'épargne grâce aux mesures qui ont été adoptées par les gouvernements différents, hein, que ce soit aux États-Unis ou dans l'Union européenne. Eh bien, vous avez un niveau d'épargne qui n'a jamais été vu, puisque donc les particuliers ont accumulé un trésor de guerre. Donc, la Banque de France citait il y a 15 jours 142 milliards d'excédent d'épargne, hein, par rapport à la vente pour la France, rien que pour la France, hein. Ça, c'était la Banque de France. Et puis, on a cité maintes fois, si vous nous suivez, effectivement 4 000 milliards de dollars qui étaient déposés sur les comptes des particuliers donc aux États-Unis. Et ça se fait effectivement dans un cadre où, eh bien, en plus, donc on a des hausses de salaire et donc il y a de l'épargne, il y a des hausses de salaire et donc là, les gens vont consommer, c'est une évidence. Bon, on peut prendre des exemples, hein, mais si vous voulez manger au restaurant, vous avez plutôt intérêt à réserver, sinon vous n'êtes pas servi. Si vous voulez effectivement un produit, s'il est en promotion, vous avez plutôt intérêt à aller au magasin ou à le commander sur Internet dans les premières heures, sinon vous ne l'aurez pas. Et effectivement, on est dans un niveau d'activité qui va reprendre et à des niveaux élevés, jamais vus depuis, effectivement, comme je le disais, depuis fort longtemps. Après, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que grâce aux mesures de soutien et qui s'est fait effectivement avec une augmentation de l'endettement, vous avez aussi une augmentation dans les pays développés, eh bien, des ventes de détail qui est extrêmement forte, que ça soit donc 2%, c'est assez important. Ça va augmenter selon les modèles, hein, donc d'ici mai. Mais surtout, on voit aussi que eh bien, l'écart entre les pays développés et les pays émergents va s'accroître puisque les pays émergents ont connu, comme on l'a dit, donc au deuxième trimestre, donc une aggravation de la crise sanitaire et ce qui explique pourquoi nous sommes orientés plus sur les pays développés et particulièrement la zone euro. On reviendra là-dessus. Alors, tout ceci, pourquoi on est aussi fondamentalement, je dirais, optimiste par rapport à la situation, c'est qu'effectivement, il y aura un effet de reprise et de rattrapage de la consommation, mais tout ceci se fait avec des niveaux de stock extrêmement bas
Pourquoi? Parce que effectivement, pendant les confinements, il y a eu bon, les chaînes se sont mises à l'arrêt, mais depuis, la chaîne d'approvisionnement mondiale s'est grippée et a été perturbée. Et là, vous voyez que le niveau des stocks, par exemple, ça c'est donc un indicateur aux États-Unis, n'a jamais été aussi bas depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire que les stocks par rapport aux ventes de biens réalisés sont très 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 bas. En même temps que ça, vous avez aussi on n'a jamais eu autant de retard dans les livraisons, ce qui prouve effectivement que la chaîne est perturbée. Auparavant, dans un monde globalisé et efficient, on avait rarement, à part quelques épiphénomènes, des épichocs, rarement au-delà de 20 jours de retard de livraison. Et bien là, on est monté dernièrement à 60-70 jours pour des raisons diverses, et le tout avec effectivement donc une augmentation du coût du fret maritime avec une augmentation très très forte. Alors tout ceci, eh bien, donc là je vous ai mis donc effectivement par rapport à la zone euro, c'est que effectivement, maintenant les économistes révisent à la hausse la croissance du PIB pour 2021 à la zone euro. Alors vous me dites c'est assez marginal pour l'instant, mais pour nous ce n'est que le début. Et pourquoi ce n'est que le début? Parce qu'effectivement, si on prend, donc c'est pas sur ce graphe, si on prend effectivement les États-Unis, on était à 4% d'estimation de croissance début 2021. Et là, dorénavant, maintenant, les économistes pensent à 6,60 grâce à le succès de leur stratégie vaccinale. Et nous, on pense qu'effectivement, ce phénomène d'augmentation, on n'est qu'au début et qu'on devrait effectivement aller encore au-delà. Si on regarde le détail, la France s'en tire pas si mal puisqu'on prévoit dorénavant 5,8% de croissance pour 2021. Alors, pareil, les indicateurs de mobilité en Europe sont extrêmement bien orientés. C'est-à-dire qu'on était confinés, on était prudents, et même si on ne retrouve pas effectivement les niveaux d'avant avant la crise, vous voyez que l'Europe, indicateur d'activité par rapport au début de l'année, alors c'est effectivement, hein, l'Europe était beaucoup plus bas, eh bien l'Europe est aujourd'hui la zone, enfin le continent, qui a les indicateurs d'activité qui sont le plus en hausse. Et donc ça veut dire qu'effectivement, il y a un fort frémissement, une véritable ruche qui se met en action. Et ce que je voulais vous mettre aussi par rapport à ce graphe de droite, c'est que vous avez eh bien, tous les pays émergents qui sont plutôt en baisse puisqu'ils ont une crise sanitaire qui est encore là, alors qu'effectivement l'Europe et beaucoup de pays européens sont dans la partie gauche, en croissance, notamment effectivement les pays de l'Est. Alors tout ça c'est formidable, mais il y a quand même deux bémols. Le premier, donc ça a été le titre de notre dernier édito, c'est qu'aujourd'hui, c'est incroyable. Le dernier chiffre, par exemple, hier aux États-Unis, vous avez 9,3 millions d'emplois qui ont été offerts. On n'a jamais vu autant d'emplois offerts depuis plusieurs décennies. Et ça se fait. Ce qui est incroyable, c'est que le taux de jobs non pourvus, alors qu'on a encore beaucoup de chômeurs, eh bien, est très, très important. Il est au plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Et les entreprises sur le graphe de droite, vous pouvez le voir, que les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter. Et ça, c'est un paradoxe, évidemment, parce que effectivement, après le choc de 2020, où vous avez eu 23 millions de salariés qui se sont retrouvés au chômage, eh bien, on n'en a récupéré que 15 millions, c'est-à-dire que vous avez 8 millions de personnes qui ne travaillent, en moins qui travaillent dans la population active salariée non agricole aux États-Unis, alors que vous avez 9,8 millions d'emplois non pourvus et que finalement, le chômage, vous êtes à 4 millions de plus de chômeurs qu'avant crise. Ça veut dire qu'il y a 4 millions de personnes qui ont simplement décidé de ne plus travailler parce qu'effectivement, elles touchent des aides. Et ça crée effectivement des tensions sur les salaires. Alors tout ceci, le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, il en faut bien forte croissance, mais difficulté dans la chaîne d'approvisionnement, forte demande à des niveaux, effectivement, on le répète, mais Amandine Gérard, l'équipe de gestion
et moi, on est actuellement donc en webinaire par rapport à un broker, et on rencontre effectivement virtuellement donc tous les CEO des entreprises, et le mot d'ordre est demande. Il faut pouvoir donc fournir cette demande, et la problématique, elle est là. Et donc, dans ce monde-là, vous voyez qu'effectivement, la contrepartie malheureuse, c'est que, et ça, à gauche, vous avez le taux d'inflation aux États-Unis, vous avez une forte hausse de l'inflation aux États-Unis, qui devrait, bon, selon la Fed et selon divers brokers anglo-saxons, notamment Barclays, qui devrait diminuer, mais on aura effectivement 3-4 mois ou d'inflation assez forte, hein, et certainement un niveau qui sera, comment dire, beaucoup plus élevé qu'on ait vu depuis plusieurs années, avant une retombée, une normalisation, certainement à un niveau beaucoup plus haut, puisque les intrants le coût des intrants est assez important. Et puis, sur l'Union européenne, ce phénomène est un petit peu moins et beaucoup moins même, beaucoup moins fort et beaucoup plus tardif, puisque ce pic d'inflation va plutôt l'avoir progressivement, et ce sera plutôt au deuxième semestre 2021. Arnaud, je t'interromps parce que ça correspond à une question qui a été posée. Et comme je sais que le sujet est le même, je rebondis dessus. La question, c'est de nombreuses entreprises subissent des hausses tarifaires importantes sur les matières premières. Est-ce que tu penses que ces hausses vont se poursuivre? Moi, la réponse est oui, parce qu'effectivement, la chaîne d'approvisionnement est fortement perturbée, et que, on va le voir, c'est que toutes les matières premières sont, si vous avez effectivement les matières premières qui sont à la hausse, si vous avez les salaires qui sont à la hausse, vous avez forcément donc des coûts qui augmentent. Et ça, ce phénomène-là, pour nous, on va le voir. Je pense qu'on va le subir, et notamment les chefs d'entreprise vont le subir jusqu'à la fin de l'année au moins. Et pourquoi? Parce que là, donc on a rebondi par rapport à la question, et j'encourage effectivement toujours des questions pour rendre cette présentation la plus active et la proactive le plus possible. C'est qu'effectivement, il y a vraiment, alors, quand vous voyez les matières premières, vous voyez le cuivre, donc on a atteint le fameux 10 000 $ la tonne, récemment. Eh bien, le cuivre est vraiment la matière première, le reflet de l'activité, on va dire, industrielle. Vous voyez qu'effectivement, on est à des niveaux effectivement très élevés, et ça devrait être toujours le cas. Alors, c'est une matière première, mais vous voyez par exemple le pétrole, donc on a atteint les 70 $, donc tous les produits pétroliers, les coûts vont rester à la hausse ces prochains mois. Et vous avez des effets retard dans les prix, puisque les prix sont fixés. Vous savez comment ça se passe. Et je pense que si les chefs d'entreprise qui ont la gentillesse de nous écouter, c'est qu'effectivement, beaucoup de prix sont figés un certain temps auprès de grandes entreprises. Et après, donc, régulièrement, toutes les périodes de 3, 6 mois, voire un an, vous avez une nouvelle vague de négociations. Et là, vous avez donc à ce moment-là des hausses de prix. Donc, ce phénomène d'augmentation de coût des intrants, il va être lissé au fil du temps et sur plusieurs mois. Voilà. Donc, pour reprendre effectivement la présentation là où on était, et ça, si vous voulez, par rapport donc à cette problématique de prix, et là je peux le dire tout de suite, c'est que forcément nous, en tant que gérant d'actifs, on doit l'intégrer dans nos modèles, c'est-à-dire que là, quand on fait notre stock picking, cette problématique de coût, elle doit être intégrée évidemment. Et aussi, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les périodes d'inflation, on a des secteurs qu'on privilégie et d'autres qu'on évite parce qu'on sait qu'ils sont le plus vulnérables. Par exemple, je pense qu'effectivement, quand on regarde, quand on dit, et donc on a un terme dans le monde financier, c'est effectivement on choisit les entreprises qui ont du pricing power.
L'exemple typique, c'est le luxe, hein, puisque quand vous avez des marges entre 80 et 90%, si vous avez 10% de hausse des coûts, eh bien, vous allez avoir, effectivement, ça va se répercuter, ça va représenter 1 ou 2% par rapport à votre prix global. Et donc, si vous augmentez de 1 à 2% vos prix, eh bien, vous répercutez la totalité de la hausse. Et on sait que pour 1 ou 2% pour le luxe, c'est rien du tout. Et donc, typiquement, ça explique pourquoi, effectivement, ce secteur, alors que c'est un secteur de valeur de croissance qui, pour l'instant, est plutôt mis de côté, et aussi un secteur à valorisation élevée, pourquoi ce secteur donc est très bien orienté. Et pourquoi donc on est assez optimiste effectivement sur les marchés, c'est qu'effectivement, eh bien, on assiste cette année au niveau de la croissance des bénéfices par action, un BPA, donc des entreprises, on assiste à la plus forte hausse depuis 2010. Hein, c'est normal, c'est 2 ans après la crise de 2008. Et puis effectivement, la plus forte hausse après la crise 2001-2002, donc qui était donc effectivement, il y avait une hausse importante des bénéfices en 2003. Et là, quand on regarde effectivement les estimations de début d'année, que ce soit dans la zone euro ou aux États-Unis, eh bien, vous pouvez remarquer que par exemple, lors de derniers événements importants ou fortes reprises, eh bien, pour la zone euro, on était, par exemple, on avait commencé l'année avec une estimation grosso modo de 29% et on a terminé 10 points au-dessus. Et nous, ce qu'on pense, effectivement, qu'on va vivre le même phénomène cette année, c'est-à-dire qu'on commence même avec un niveau élevé. Alors, il ne faut pas s'affoler puisque dans cette partie élevée, vous avez les valeurs de l'énergie dont les profits sont effondrés de plus de 90% l'année dernière. Donc, évidemment, c'est normal qu'on ait une forte reprise. Mais on pense, par rapport au retour qu'on a et aux analyses que l'on fait au cas par cas, on pense qu'effectivement, les bénéfices des sociétés devraient être beaucoup plus élevés que ce que les analystes anticipent actuellement. Donc, tout ça se fait avec des liquidités qui sont très, très abondantes. Hein. Les banques centrales sont là dans les marchés et vous voyez qu'effectivement, de part et gauche, vous avez une augmentation des actifs, de toutes les classes d'actifs. Et évidemment, quand vous avez une reprise avec de l'inflation, c'est forcément toute la partie action qui en profite et qui explique pourquoi effectivement les marchés sont plutôt très très bien orientés en ce moment. Alors, les taux souverains, un petit mot, hein, parce qu'effectivement, c'est important. On a assisté effectivement depuis le début de l'année à une forte hausse aux États-Unis. Et là, actuellement, donc on assiste à une pause. Une pause parce qu'effectivement, les banques centrales communiquent très bien et continuent à acheter beaucoup d'obligations dans leur programme. Mais effectivement, avec cette croissance qui continue et des déficits importants, on pense quand même que d'ici la fin de l'année, on devrait avoir des taux qui devraient repartir à la hausse et surtout aux États-Unis. Du coup, sur le change, eh bien, donc on avait eu une hausse de l'euro dans la reprise depuis 2020. Ça s'est accéléré un petit peu cette année, mais depuis donc 3-4 mois, nous sommes dans un range entre 1,17 et 1,23. C'est voulu par les banques centrales. Et on pense qu'effectivement, l'euro est toujours à court terme très, très bien orienté. Et effectivement, avec la hausse des taux longs dernièrement en zone euro, un petit peu plus que les taux longs américains, vous avez eu un écart de rémunération qui a un petit peu faibli en faveur du dollar, ce qui explique pourquoi l'euro aussi est un peu fort pour le dollar. Mais normalement, si vous avez donc un petit changement de politique monétaire, il est possible que le dollar, donc d'ici le deuxième semestre, se raffermisse par rapport à l'euro. Donc notre vue des marchés, vous l'avez compris, et là, donc je sais que la slide est simpliste, mais elle a pour vocation pédagogique d'être claire. Novalfi le sait, hein, c'est-à-dire quand on fait une récap de vision de marché, on a 5-6 slides. Là, effectivement, nous sommes positifs sur les marchés parce que grâce à cet excès de demande, dans un environnement toujours de forte croissance et d'inflation, eh bien, la classe d'actifs qu'il faut favoriser, ce sont les actions.
Vous avez compris que vu le dynamisme par rapport aux autres zones, on est plutôt sur l'Europe que les États-Unis et les pays émergents. Les pays émergents, donc, on n'exclut pas d'y être donc au deuxième semestre. Mais pour l'instant, donc, on préfère effectivement la zone la plus dynamique. Et le biais sectoriel, c'est de profiter effectivement de cette reprise avec un peu plus d'inflation aux étaux longs. Typiquement, ce sont des financières et des industriels maintenant un peu plus sélectifs parce qu'il faut bien mesurer cet impact des matières premières, effectivement, et dans les secteurs où il y a des pénuries comme les semi-conducteurs et des valeurs en forte croissance bénéficiaires avec du pricing power qui sont le luxe, par exemple. Voilà. Sur les taux, évidemment, on est plutôt sur des stratégies courtes. Vous savez que notre gérant Flexibond, donc Sanjay, lui, est très actif. Donc, on est plutôt sur stratégie courte avec des positions tactiques qui sont des positions court terme. Le fonds peut être même donc ce qu'on appelle short en duration, avoir des durations négatives, c'est-à-dire pouvoir profiter, pouvoir avoir un portefeuille qui s'apprécie même si les taux longs montent. Et puis, donc évidemment, nous sommes positifs. Par contre, effectivement, donc il y a des bémols. Les bémols en dehors de l'inflation, c'est qu'effectivement, à un moment donné, la Fed en premier fera ce qu'on appelle du tapering, c'est-à-dire une diminution des achats d'actifs. En général, ces périodes sont un petit peu plus marquées sur les marchés, il y a un petit peu plus de volatilité, mais ça ne remet pas, quand on regarde l'histoire, c'est qu'en général, quand une banque centrale diminue ses achats d'actifs, c'est qu'effectivement la situation économique le permet. Et donc, même si donc on voit une hausse des marchés donc jusqu'à l'été, difficile de dire si ce sera jusqu'à août ou autre, mais après donc effectivement après août, là la Fed va préparer le discours pour annoncer sa future politique. Donc on aura de la volatilité donc fin du troisième trimestre et peut-être au début du quatrième, mais on est très fondamentalement très positif. Et avec une BCE qui est en retard, on l'a vu par rapport à l'inflation, l'effet, le problème sera en retard. Donc voilà, donc je suis assez confiant et réaliste. Voilà. Arnaud, alors il y a beaucoup de questions et comme le temps commence, enfin voilà, il y a déjà eu beaucoup de contenu. Je vais essayer de synthétiser un petit peu les questions parce que je pense que certaines se regroupent. J'ai des questions qui reviennent toujours sur l'inflation et notamment l'impact sur la zone asiatique. Alors j'ai une question, c'est impact du Covid sur la zone asiatique, inflation, demande, point d'interrogation. Quelle incidence des hausses des matières premières sur la production et la productivité en Chine? Voilà, donc voilà, je pense que c'est deux questions qui sont un peu liées. Est-ce que de manière évidemment synthétique, tu peux peut-être résumer déjà tout ce que tu as abordé sur ce sujet-là? Bien sûr, et d'ailleurs c'est bien de l'aborder et merci aux participants d'avoir posé toutes ces questions. Et effectivement, c'est un point, quand il y a de l'inflation, l'Asie en général subit ce revers beaucoup plus mal, entre guillemets, ce phénomène beaucoup plus mal que les pays développés, parce que l'Asie en général a moins, entre guillemets, de marge et moins service. Donc effectivement, c'est un frein à la croissance historiquement. Et deuxièmement, comme vous le voyez, effectivement, l'Asie traverse aujourd'hui une crise sanitaire qui s'améliore. Mais là où je suis optimiste, c'est que par rapport à la crise sanitaire, les vaccins vont arriver les doses vont arriver comme nous, on les a attendus et jusqu'en avril. C'est-à-dire qu'effectivement, je parle moi de capacité mondiale par rapport à la Covid-19. On va avoir à la fin de l'année des capacités mondiales de 10 milliards de doses pour l'ensemble du monde. Donc évidemment, les pays développés ont donc d'abord favoriser leur population, c'est le nationalisme vaccinal que décrit l'OMS, mais maintenant les doses vont arriver. Donc le même phénomène qu'on a subi de retard, ça va arriver en Asie. Et donc logiquement, si aujourd'hui vous avez une situation compliquée, mais vous avez vu les courbes en Inde et au Brésil, ils vaccinent. Eh bien, normalement, d'ici 2-3 mois, vous devriez avoir des taux de vaccinés de même ordre qu'en France aujourd'hui.
Donc effectivement, non, il faut pas. Je pense que la crise sanitaire est un frein, mais il y a la possibilité et tout va se mettre, la logistique va se mettre en marche pour les pays émergents. Merci Arnaud. Alors ensuite, deuxième question très factuelle et qui en fait résume aussi un peu le sens de l'intervention d'aujourd'hui. C'est tout simplement, faut-il entrer sur les marchés aujourd'hui alors qu'ils sont au plus haut? Et deuxième question qui est un peu liée, enfin qui va encore plus dans le détail, miser sur quelles valeurs cycliques en France? Quelles sont les valeurs cycliques en France sur lesquelles tu aurais tendance, par exemple, à préconiser des recommandations? Eh bien, donc effectivement, donc la problématique, c'est toujours la personne qui n'est pas dans le marché, qui a laissé filer effectivement ce phénomène. Et évidemment, donc déjà premier point avant, les gens qui y sont, enfin nous, on pense il faut continuer à être investi. Ça c'est le premier point. Et bon, effectivement, si vous avez une hausse qui se poursuit ces prochaines semaines, donc on peut toujours alléger, mais fondamentalement, on pense que les marchés seront plus hauts à la fin de l'année qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors évidemment, il y a la problématique du court terme. La problématique du court terme, c'est que vous ne pouvez pas exclure que vous ayez au mois d'août, voire début septembre, des trous d'air. Et les trous d'air, pour nous, dans ce contexte, sont des occasions effectivement de rentrer dans les marchés. Et donc aujourd'hui, effectivement, donc ces tactiques, vous ne pouvez pas exclure d'avoir vu la demande du marché enfin, vous ne pouvez pas exclure un CAC à 7000 dans quelques semaines. Voilà. Et si vous n'y êtes pas, vous ne le serez pas. C'est un peu la conclusion qu'on a eue par rapport aux réunions d'entreprise auxquelles on participe récemment. Après, donc les valeurs. Donc les valeurs cycliques. Donc évidemment, dans ce contexte-là, il faut avoir dans les portefeuilles. En fait, le portefeuille, il reste pour nous, hein, c'est toujours un mixte de valeurs effectivement qui profitent de ce phénomène. Donc vous avez en priorité les financières et les assurances. Les financières qui sont effectivement encore raisonnablement valorisées et qui en plus ont un gisement de dividendes. Et là aussi, c'est une thématique aussi qu'on privilégie puisque donc nous avons un fonds rendement, comme tout le monde le sait. Et les valeurs donc plutôt donc dans les cycles, donc certaines, alors déjà des valeurs services qui profitent effectivement de la recovery. On peut penser à des boîtes comme EasyJet, par exemple. C'est pas une boîte française, c'est une boîte anglo-saxonne, mais on peut très bien être présent dans les activités de voyage ou de tourisme, hein, par exemple Accor, par exemple. Et dans les niveaux industriels, vous avez des valeurs qui sont en phase de recovery. Donc, comme je vais citer effectivement, donc ne serait-ce que donc Airbus, hein, évidemment. Donc, on a eu effectivement donc un exemple il y a 15 jours. Donc non, je pense qu'en faisant un mixte valeurs financières, quelques valeurs cycliques, industrielles, plus du luxe et il faut quand même, pour amortir effectivement, pour, je dirais, équilibrer ce risque du portefeuille, hein, puisque le biais est assez cyclique, assez, on va dire, offensif. Hein, c'est-à-dire qu'il faut, si vous avez que ça, vous avez un bêta, c'est-à-dire un niveau de risque qui est élevé. Il faut pondérer par un secteur qui est plus défensif, qui est actuellement sous-évalué. C'est la partie pharma biotech, donc c'est la partie santé. Hein, donc, parmi les valeurs défensives en général, aujourd'hui, les gens, les investisseurs favorisent et délaissent toutes les parties défensives. Certaines, c'est un tort, il faut les garder parce qu'elles ont à la fois de la croissance et elles sont à la fois aujourd'hui sous-évaluées, donc, notamment dans les pharma et les biotechnologies. Aux États-Unis, il y a 30% de décote par rapport au marché en général. Tout ça parce qu'on attend une réglementation qui sera plus ou moins douce, mais dans tous les cas, dont la réglementation, c'est-à-dire que l'impact sur les profits, ce sera pas, on pense pas, ce sera beaucoup moins de 30%, et donc vous aurez un phénomène de rattrapage. Donc, vous voyez, si vous avez un mixte de tout ça, je pense que vous êtes bien placé pour à la fois profiter de cette reprise et aussi dans un contexte d'inflation.
Merci beaucoup. Alors, je suis vraiment confus parce qu'il y a encore deux, trois questions qui ont été posées, mais je pense que Je peux encore ce que y je voudrais répondre. vous proposer, pardon Arnaud, ce que je voudrais vous proposer, c'est n'hésitez pas à passer par vos contacts chez Novalfi, qui nous les rerouteront ou qui éventuellement pourront nous mettre en contact directement et on sera ravis d'échanger avec les quelques-uns d'entre vous auxquels on n'aura pas pu répondre. Avant de repasser la parole à Christophe pour conclure ce webinaire, je voulais juste vous dire que Arnaud intervient régulièrement sur les médias, notamment sur BFM, et qu'il publie toutes les semaines un petit un petit édito que vous retrouverez également sur notre chaîne LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet, sur LinkedIn, éventuellement pour suivre un peu la prose et les idées d'Arnaud sur les marchés financiers. Tout ça, c'est évidemment mis à votre disposition. Voilà, Christophe, si tu veux conclure. Alors, il faut que tu… On t'entend pas, Christophe. Il faut que tu actives ton micro, Christophe. Non, toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Normalement, tu as la main pour remettre le son. Ça y est, tu m'as donné la main. Petit micmac. L'organisateur, quelques petits soucis de logistique, enfin, c'est pas bien grave. Merci Arnaud pour cette belle présentation. Je crois que tu as été très clair. Et pour connaître Arnaud maintenant depuis pas mal d'années, c'est quelqu'un de sage, un véritable professionnel, et je trouve son optimisme assez rassurant. Donc, nous avons la chance de bénéficier de cette expertise, donc toutes nos équipes. À vous, clients, de pouvoir également vous prendre attache avec vos conseillers en gestion de patrimoine pour faire le point aujourd'hui sur vos contrats, sur vos allocations d'actifs. Je crois que la gestion qu'on a connue dans le passé, c'est terminé. Aujourd'hui, il n'y a plus de moteur obligataire, il n'y a plus de taux. Vous avez vu les performances de vos fonds en euros. Bon, ça, on avait quand même pas mal communiqué dessus. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut garder cet optimisme-là, à condition de bien diversifier. Le maître mot, moi je le dis depuis longtemps, je ne suis pas original. Je le dis à mes clients et aussi à mes équipes, mais depuis pas mal de temps. Moi, ça fait 20 ans que j'exerce ce métier. Et je crois que le maître mot, c'est vraiment la diversification au sein d'une allocation d'actifs. Et je crois que si on arrive à faire ça, bien sûr, vous allez me dire, il y a des moments d'investissement, des momentum qui sont plus propices que d'autres. Et quoi qu'il arrive, il ne faut pas se dire aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, c'est le point le plus haut. Personne ne connaît le point le plus haut. Si on s'est très bien en début d'année, je pense que vous avez des clients, on était très très haut ici en début d'année. Le marché français a pris 17% depuis le début de l'année. Donc, est-ce que pour autant, donc nous, on n'est pas là pour faire des coups, on est là pour vous accompagner sur la durée. Et je crois qu'en investissant progressivement, surtout dans le temps, en diversifiant correctement vos allocations, en faisant appel à des experts tels qu'Arnaud et son fonds et des équipes de gestion performantes, je pense que l'avenir peut se montrer périn. Encore une fois, vous pouvez suivre notre actualité sur les réseaux. Kelly, notre assistante, va diffuser cette vidéo donc sur notre site, sur les réseaux. N'hésitez pas, si vous avez quelques questions complémentaires, comme nous, vous les avez posées, on essaiera d'y répondre. Donc, ou vos conseillers, ou on vous fera un mail personnalisé. Et si l'opération s'est bien passée, ce que je pense, nous réitérerons ce type d'expérience. Il faut qu'on apprenne aussi à vivre avec cette épreuve. Alors, je pense que ça a du bon. On s'est aperçu que ces visios, même si elles étaient parfois un petit peu pénibles sur la durée, parce qu'on en a fait beaucoup et on préfère quand même le contact humain, pour ce genre d'opération, je pense que c'est bien fait et du coup, on pourra communiquer et vous apporter des informations bien plus fréquentes. Voilà. On a respecté le timing. Merci encore pour votre participation, pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Merci Arnaud, merci Louis Merci. et à toute l'équipe de la Financière de l'Art pour cette belle présentation. Voilà, à très bientôt.